Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre plateau de la mi-journée. Merci de votre confiance renouvelée au programme de Balf TV. Merci également à l'équipe technique qui nous accompagne pour cette émission. Alors aujourd'hui, pour ce dernier numéro de la semaine, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau M. Pape Latir Faye. Il est un Sénégalais vivant dans la diaspora, donc en Italie. Il est également entrepreneur de la diaspora. Il est également un des initiateurs du projet Casa Sankara Sénégal. Monsieur Latir Faye, bonjour et merci d'avoir répondu à cette invitation. Et nous saluons de passage toute la diaspora sénégalaise qui nous suit actuellement. Merci à vous aussi, Kodé. Merci de nous avoir invités et nous donner l'opportunité aussi de parler de nos projets et de la diaspora. C'est un grand honneur d'être avec vous ici à Walfadjri pour la première fois. Merci. Et j'espère que ce ne sera pas la dernière. Merci beaucoup. Tout à fait, Inch'Allah. Et merci beaucoup de votre disponibilité. Vous étiez là pour les besoins de la journée nationale dédiée à la diaspora sénégalaise. Vous vivez en Italie, c'est bien cela? Voilà. Effectivement. Voilà. Alors, justement, vous avez pris part à cette journée, Monsieur Faye. Et quel bilan vous tirez de l'organisation, aussi bien de la forme, sur la forme que dans le fond? Je crois qu'il faut d'abord saluer l'initiative d'organiser une journée de la diaspora. Et c'est tout à l'honneur de la diaspora sénégalaise qui, maintenant, retrouve ses marques, on peut dire, et est reconnue comme une énergie ou une force, en tout cas, pour le développement de notre cher Sénégal. Donc, l'initiative est à saluer. Et effectivement, étant la première édition, il y a aussi des manquements, on peut dire, oui. Mais ce sont des critiques positives. Ouais. Donc, parce quels sont ces manquements? Effectivement, par exemple, dans la représentation, on aurait pu voulu voir parler nos députés de la diaspora. Et donc, nous sommes restés un peu sur notre faim jusqu'à la fin de l'édition, disons, de la présence du président de la République. Vous n'avez pas pu rencontrer ces députés de la diaspora? Si, on les a vus, mais ils étaient sur place, c'est-à-dire qu'ils ne nous ont pas intervenus dans ce moment où on parlait vraiment de la diaspora, ou dans ce moment auquel il y avait aussi toutes les autorités présentes. On aurait voulu écouter aussi nos députés qui sont représentés. Oui. Donc ils n'ont pas pu prendre la parole? Non, peut-être c'est une question d'organisation, mais ils n'ont pas pu intervenir et ils avaient, je crois, beaucoup de doléances à porter à la diaspora. Effectivement. Parce qu'ils sont élus également pour ça. Effectivement, on a donné nos voix à nos chers concitoyens. Donc, ça aurait été un plaisir de les voir se prononcer durant une journée aussi importante de la diaspora sénégalaise. Et pour les invitations, vous pensez que tout le monde a été impliqué? Non, alors je crois que l'initiative était d'ouvrir le maximum possible l'initiative de cette journée de la diaspora sénégalaise. Mais seulement, nous, on a eu, par exemple, des Italiens qui voulaient venir avec nous. Mais malheureusement, ils n'ont pas vu, les invitations ne sont pas arrivées à l'heure attendue. Donc ça a été un peu disons, un goût qui nous est resté comme ça. Oui. Donc, malheureusement. Et c'est des investisseurs aussi, hein? Ce sont des investisseurs, non seulement des investisseurs, mais aussi ce sont des partenaires, c'est-à-dire des partenaires prononcés qui ont déjà donné leur OK sur les différents projets que nous avons. Donc, ils auraient eu le plaisir de venir au Sénégal, de voir exactement ce qu'est le Sénégal, de rencontrer les autorités. Et nous, on avait déjà calé tous ces rencontres. Mais malheureusement, vu qu'eux aussi, ce sont des responsables, ils ont des entreprises, donc ils ne peuvent pas se lever un jour et aller comme ça. Donc tout est dans la programmation. Malheureusement, la programmation n'est pas allée comme on a voulu, donc je suis venu seul. D'accord. Alors, vous êtes, je l'ai dit tantôt dans la présentation, vous êtes un Sénégalais qui vit en Italie, mais qui aujourd'hui porte un projet pour justement le retour au pays. C'est bien cela, et vous le partagez avec d'autres Sénégalais? Effectivement, c'est bien cela. Donc la chose qui m'a beaucoup plu dans ce projet, c'est déjà que les gens de la diaspora, qui sont les responsables de ce projet, vivent dans divers pays. Par exemple, on a Ibrahima Sima qui vit au Canada, oui. On a Fallou et Malik Saho qui vivent en France. Moi, Latir Faye et Mbaye Ndiaye, nous vivons en Italie. Il y a aussi Massima qui vit au Sénégal. Oui. Donc, on a eu à faire des rencontres online sans se voir pendant presque un an. Oui. Et on a réussi à mettre sur pied ce projet-là. Et l'intention, c'est de venir au Sénégal et de pouvoir commencer quelque chose. Non, effectivement, c'est répliquer le projet qu'on a en Italie au Sénégal. Parce que ça consiste à
à créer des activités agricoles, la production de la tomate et la transformation aussi de la tomate sur place, mais en impliquant aussi les populations qui vivent sur place, autochtones. Donc ce projet a prévu aussi des habitations pour 300 personnes, pour 300 familles on peut dire. Donc ces familles-là vont non seulement bénéficier des activités agricoles, c'est-à-dire en travaillant dans l'agriculture, mais aussi elles auront aussi l'opportunité de la scolarisation de leurs enfants. Parce que ce projet prévoit aussi la création d'écoles. Un accompagnement dans l'éducation. Exactement. Et aussi dans la santé, donc créer aussi, mettre sur pied un poste de santé sur place, on va y revenir. etc. Mais M. Faye, à chaque fois qu'un Sénégalais ou un étranger, en tout cas, décide d'entreprendre au Sénégal, notamment sur le domaine de l'agriculture, souvent il se pose une question. C'est la question du foncier. Avez-vous justement résolu tout ce préalable avant de penser à investir dans l'agriculture au Sénégal? Effectivement, on a déjà ciblé le site où on doit faire le projet, réaliser le projet, c'est à Louga, et donc sur 200 hectares. Donc effectivement, le problème du foncier se pose, mais à notre niveau... Il y a aussi les questions administratives. Effectivement, c'est là où on interpelle même l'État. C'est-à-dire pour un projet de cette envergure, avec tout ce que ça comporte de résultats sur le plan social et économique, normal que les autorités aussi soient mises aussi en collaboration. Donc pour nous faciliter l'accès au foncier, parce que les moyens seront à disposition, donc pour même acheter par exemple le terrain sur lequel on doit réaliser le projet. Oui. Alors justement, vous avez eu quand même quelques échos sur... surtout ces lourdeurs administratives qui pèsent sur ces projets. Là aussi, est-ce que vous avez pu faire les démarches qu'il faut pour avoir justement toutes ces questions administratives, vous les avez résolues aussi? Non, effectivement, on est en train de les résoudre, je peux dire. Parce que il faut d'abord contacter les autorités sur place et on est en pourparlers. Effectivement, j'ai aussi un rendez-vous avec diverses autorités sénégalaises, et en l'occurrence aussi M. Mabouba Diagne, donc que je salue de J'allais passage. demander quel sera son apport en tant que tutelle, parce que c'est lui qui est aujourd'hui responsable, le ministère de tutelle pour l'agriculture. Aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui il sera également à vos côtés pour justement accompagner ce projet? Non, effectivement, parce que c'est un monsieur qui a toujours salué les initiatives de la diaspora. Et il était venu même en Italie pour insister aussi aux Sénégalais de venir réaliser leur projet au Sénégal. Donc c'est une personne qui est à disposition, et étant aussi un ex-immigré, parce que lui a fait aussi l'immigration. Donc il comprend bien vite ce que les initiatives que nous voulons mettre en exergue. Donc on a toute sa disponibilité. Effectivement, je dois même le rencontrer dans les prochains jours. Effectivement, quand on a un projet de ce genre, c'est normal que les autorités soient aussi, qu'il y ait une collaboration avec les autorités, parce que c'est vraiment un projet très important et très grand. Et on espère vraiment que ce sera aussi grand pour les populations autochtones, parce que l'objectif c'est ça. Il y a aussi une question qui mérite d'être posée, M. Faye, c'est justement la question de l'adhésion des populations pour ces types de projets. Parce que souvent les populations en les place des avantages que vous soulignez, ils estiment que souvent ce sont des gens qui viennent pour récupérer leurs terres et justement les transformer en ouvriers agricoles. Effectivement, donc l'esprit même de Casa... il faut un travail de sensibilisation qui sera fait. Effectivement, c'est pourquoi l'esprit même de Casa Sankara Sénégal, c'est ça, c'est-à-dire la lutte contre l'exploitation des populations. Parce que Casa Sankara Italie est né dans la lutte contre l'exploitation des immigrés. Donc on sait ce que cela veut dire, aller au champ et travailler. Ce que les travailleurs investissent en valeur humaine et en force laborative, sûrement le propriétaire même du terrain n'arrive pas à ce niveau-là. Donc notre projet vise d'abord à faire de telle sorte que les populations soient concernées, que le projet ne soit pas perçu seulement comme des immigrants qui retournent pour se faire de l'argent, mais un projet d'insertion sociale et laborative. C'est-à-dire que les gens doivent savoir que ce projet-là, c'est pour eux.
Parce que vous êtes aussi un spécialiste de l'insertion sociale. Effectivement, ça c'est ce que je fais en Italie. Pour votre présentation, vous êtes aussi un spécialiste en la matière. Effectivement, c'est-à-dire, avant tout, il faut savoir les besoins des populations. Il faut faire une étude sur les besoins des populations. Donc, nous, en Italie, par exemple, on a fait une étude sur les besoins des immigrés. Par exemple, les immigrés qui travaillent dans les activités agricoles. Donc, la première chose, c'est d'abord assurer le droit. Savoir que le droit des populations. Oui. Ils ont droit à divers niveaux. Oui. Donc, sur le plan du travail, sur le plan, par exemple, de la santé, sur le plan de la couverture sociale, etc. Oui. Effectivement, il faut assurer ça. Comme ça, la personne se sent concernée et doit même s'approprier le projet. Oui. Parce que là, on ne se présente pas comme des patrons, mais on se présente comme des fils du terroir qui sont revenus pour dire la vérité à leur population et marcher ensemble sur la route du développement. C'est ça l'objectif. Donc, mais aujourd'hui, comment vous appréciez également l'entrepreneuriat de la diaspora au Sénégal? Parce que souvent, les gens veulent investir, mais ont souvent des craintes par rapport à ces initiatives. Vous, qu'est-ce qui vous a poussé à avoir ce courage-là de venir dire que, mais tiens, on va contribuer au développement de ce pays? Mais je crois que c'est avant tout l'assainissement du climat social. Donc les Sénégalais ont confiance, ont retrouvé cette confiance en leur pays. Oui. Auparavant, les gens ne pensaient même pas à retourner au Sénégal pour investir ou avoir des projets, etc. etc. Oui. À moins que tu ne sois le neveu d'un politicien de quelque parti que ce soit. Oui. Donc là, on a vu que... Avec l'avènement de ce nouveau régime, effectivement, vous pensez qu'aujourd'hui, les conditions sont réunies pour y aller? Bon, on le pense, non seulement qu'on le pense, mais seulement on se sent aussi responsable que ce climat-là doit aller dans ce sens-là. Parce qu'auparavant, les Sénégalais peut-être n'avaient pas un leader qui leur donnait l'espoir, la conscience qu'ils font partie même de cette révolution. Donc aujourd'hui, les Sénégalais ne se considèrent pas comme des spectateurs. Ils se considèrent comme des acteurs concrets de ce changement. À part entière. Effectivement. Oui. Alors maintenant, le financement, parce qu'aujourd'hui, on a vu un exemple patent de ce que vous voulez faire. Par exemple, Econ City est passé par là, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, au fil des années, on a constaté que ce projet-là est presque tombé à l'eau. Aujourd'hui, pouvez-vous dire aux Sénégalais ou à ceux-là qui aujourd'hui pourront bénéficier de ce projet que le financement de ce projet-là sera assuré? Alors, le financement sera assuré. Bon, on l'espère bien, parce qu'on ne fait pas un projet pour ne pas viser à le réaliser. Oui. Donc, parce que souvent, on a des ambitions, mais il faut aussi avoir les moyens de ces ambitions-là. Mais il faut aussi avoir le courage d'aller en avant, même d'affronter les obstacles, oui, et de se relever, même quand on est par terre. Je crois que c'est là que réside la véritable, oui, grandeur. Et si... Vous savez, quand vous faites un projet... Vous pouvez garantir, vous avez des assurances que ce financement ne posera pas problème? Non, moi j'ai des assurances nous avons des assurances qu'on aura le financement. Parce qu'on a frappé aux portes justes. Et vous savez, quand les personnes vous financent, ils lisent votre projet. Oui. Ils doivent comprendre votre projet. Ils ont vu qu'on a fait une révolution dans le secteur des activités agricoles, non seulement parce que ça ne se limite pas seulement à faire des activités agricoles, mais c'est tout ce que comporte le projet, c'est-à-dire l'insertion sociale. Oui. Il y a le fait de donner un regard divers au village. C'est que les villages, en fait, au Sénégal, je peux dire que ce sont des boîtes d'énergie que nous, on n'a jamais... Qu'on n'exploite pas. Qu'on n'exploite pas. Et on sait bien que, si tu regardes par exemple à Dakar, il y a beaucoup de garçons qui quittent les villages, qui viennent ici. Oui, bien sûr. Et pourtant, ils s'occupent de tout. Oui. Tu les vois partout. Parce qu'ils n'ont pas de... Ils n'ont pas de répondants face à leurs ambitions. Ouais. Donc si tu crées les opportunités sur place, mais ces gens-là ne viennent plus à Dakar. Ils restent sur place. Ouais. Et c'est ça la justice sociale. Alors, aujourd'hui, vous êtes également un Sénégalais de la diaspora. On ne peut pas ne pas aborder avec vous cette question de la migration, notamment la migration irrégulière. Comment aussi vous appréciez ce phénomène qui aujourd'hui est en train de faire des ravages en Afrique et notamment au Sénégal? Moi, je vois que c'est une absurdité.
vraiment qu'une personne doit voyager seulement et doit mourir. Vraiment, c'est absurde. Parce que si tu vas en Europe, par exemple, il y a des jeunes Italiens, des jeunes Français, des jeunes Américains qui peuvent se lever un jour, ils prennent leur valise, prennent l'avion et vont où ils veulent aller. Oui. Et pourquoi les jeunes Africains ne pas le faire? Donc on se rend compte qu'il y a des passeports de série A et des passeports de série Z, W, etc. Oui. Et ça, justement, c'est pourquoi nous... Il y a un deux poids, deux mesures. Effectivement, c'est pourquoi nous, les Africains, nous devons être conscients de ces choses et chercher aussi à renverser la situation. Parce qu'on ne peut plus continuer à être un peuple ciblé qui doit vraiment remuer ciel et terre seulement pour faire un voyage de quelques kilomètres. Mais c'est absurde. C'est absurde. Donc moi, je salue aussi l'initiative du gouvernement actuel d'appliquer la réciprocité à tous les pays qui ont mis des conditions drastiques pour permettre à nos populations, à nos jeunes de voyager librement. C'est absurde. Oui. En tout cas, cette réciprocité également pose certains problèmes. Le président Macky Sall l'avait tenté, mais ça n'a pas abouti et il est revenu sur cette décision. Pour vous, est-ce que l'État aussi a les moyens de cette réciprocité? Alors, on peut dire que nous savons tous qu'on ne peut pas faire une omelette sans casser des œufs. Alors, si tu n'as pas le courage de ton changement, tu n'arriveras à rien. Aujourd'hui, Sonko a réussi à parler de la dette cachée. Oui. On l'avait dit de ne pas le dire. Il a eu le courage de le faire. Aujourd'hui, Sonko n'a pas seulement révolutionné les choses au Sénégal, mais a fait une révolution mondiale. Aujourd'hui, l'FMI reçoit des regards divers parce qu'il y a une réponse africaine sénégalaise très pertinente sur ce que veut dire les fonds de l'FMI. Aujourd'hui, le gouvernement a réussi à avoir 1779 milliards sans l'FMI et d'autres pays africains qui n'arrivent même pas à avoir 500 milliards de l'FMI. Alors, qu'est-ce que ça nous coûte? Donc, il faut avoir le courage d'État politique et ne pas rester ici à appliquer les mêmes choses. Nous ne sommes plus des colonisés. Il faut apporter la rupture. Mais effectivement, nous sommes un pays libre et indépendant. On n'a de compte à rendre à personne sur notre manière de mener à bien nos politiques sociales. Donc pour vous, avec le régime Diomaye Sonko, le souverainisme, ce n'est pas qu'un simple mot, c'est aussi des actes qui sont posés. Non, souvent on parle de souverainisme pour seulement diaboliser les personnes. Que ce soit souverainisme, que ce soit démocratie, c'est seulement une méthode sénégalaise de gérer ses biens librement dans son indépendance sans avoir de compte à rendre à personne. C'est ça. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle l'immigration circulaire, initiée par ce régime. Bon, les autres régimes l'ont fait également. Donc pour vous, est-ce une solution, est-ce une réponse à cette immigration qui aujourd'hui décime la jeunesse africaine? Non, alors, dans ce monde aussi, il faut savoir que personne ne peut arrêter seul. Les gens viennent pour acquérir aussi des expériences. Oui. Donc quand on parle d'immigration circulaire, c'est aussi une manière d'organiser ces voyages, ces immigrations. D'accord. Avant de continuer, vous qui êtes dans la diaspora, comment ces Sénégalais-là, qui aujourd'hui s'adonnent à cette immigration circulaire, sont traités par ceux-là qui les recrutent? Non, différemment. Parce que est-ce que les conditions sont ce qu'elles devraient être? Non, effectivement, parce que qui sollicite par exemple, un immigré, pour le faire travailler dans sa société, dans son entreprise, etc. Mais déjà, il y a un décret qui fixe les conditions d'obtention, par exemple, d'un Laos. Donc, l'entrepreneur doit d'abord réunir les conditions, même de paiement, de logement, etc., pour la personne. Oui. Donc, c'est divers. L'immigration... Et tout cela est respecté par ceux-là qui sont censés les mettre en œuvre? Non, effectivement, pour ce que nous avons vu, effectivement, c'est respecté. Parce que si tu ne respectes pas ça, tu encours à des sanctions prévues par le décret. Oui. Donc, il ne faut pas prendre cette injustice. Mais seulement qu'il y a toujours, vous savez, l'humain est têtu. Partout où il y a, par exemple, que tu veux construire une chose, il y aura toujours des gens qui vont faire des... Oui. Alors, vous travaillez également dans ces questions migratoires. Pour vous, quelle est la meilleure solution pour mettre un terme à ce phénomène, concrètement? C'est encourager l'immigration circulaire. Parce que l'immigration circulaire offre plus d'assurance à cette forme d'immigration, je me répète. Parce que nous, on est en train aussi de porter en avant un projet dans ce sens, avec formulé dans le secteur de la construction. Donc, il y a des entreprises italiennes qui, actuellement, sur le marché, par exemple, de la construction, ont difficulté pour avoir la main-d'œuvre.
Donc, ils se retournent, par exemple, vers les pays africains par l'intermédiaire, par exemple, du plan Mattei, qui est un projet européen, un projet européen pour les pays africains, pour effectivement faire la lutte contre l'immigration clandestine. Donc, nous, on a cherché des partenaires pour mettre sur pied un projet comme ça, de ce type. Et effectivement, on est en train de le porter en avant. Et l'immigration circulaire va bénéficier plus aux gens qu'autres. Oui, mais aussi pour certains, la voie du salut va forcément passer par une réponse concrète à la question du chômage, par exemple, des jeunes. Mais effectivement. Faire de sorte que ces jeunes-là ne puissent pas aller à l'étranger, qu'ils trouvent ici leur espérance. Mais quand on parle d'immigration circulaire, effectivement, ce n'est pas d'immigration, par exemple, droite, mais on a dit circulaire. Cela veut dire qu'il y a un cercle. Toi, bon, tu vas en Europe pour immigrer, pour travailler, mais pour revenir, investir dans ton pays ou aussi mettre à la disposition de ton pays ton expérience. Tout à fait, c'est important. Merci beaucoup, Pape Latir Faye. C'était un réel plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci beaucoup, Kodé. Merci. Donc, Pape Latir Faye, Sénégalais vivant dans la diaspora, donc référent du projet Sankara Sénégal, un projet agricole qu'il voudrait, donc un Sénégalais qui veut investir sur l'agriculture. Mais disons, en Italie, est-ce qu'aujourd'hui, les Sénégalais veulent justement, est-ce que vous constatez un engouement de ces Sénégalais qui veulent aujourd'hui retourner au pays? Si, c'est un sentiment qu'on note. Oui. Parce que même ceux qui n'avaient jamais pensé à retourner au Sénégal sont en train de faire tout pour revenir. Oui, parce qu'il y a les opportunités, il y a aussi le climat social qui est assez accueillant. Merci beaucoup, Pape Latir Faye. Donc, je l'ai tantôt dit, il est un référent du projet Sankara Sénégal, un Sénégalais vivant dans la diaspora, notamment en Italie. Merci à lui. Merci également à vous qui nous suivez sur les antennes de Valf TV. Merci infiniment à notre équipe technique, Modou Fall et Pierre Dien à la régie, Adjaratou Penda Dialogué à la coordination, Babacarlo aux caméras. Rendez-vous, Inch'Allah, lundi pour un autre numéro de votre plateau de la mi-journée avec un autre invité. D'ici là, passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Merci, au revoir et très bon week-end.